Vous pouvez imaginer, plus que quiconque, les effets de la maladie et de l'absence de ma mère. Je ne peux pas manger, ni rester éveillé longtemps. Écrire à la plume ou à la machine me rend presque fou. Mon système nerveux semble trouver son exutoire dans des gribouillages fiévreux et incessants au crayon. Elle écrit chaque jour des lettres optimistes, et j'essaie de rendre mes réponses tout aussi optimistes, même si je ne trouve pas possible de garder le moral, de manger et de sortir comme elle m'encourage à le faire. Entité cosmique ou simple mortel, soyez les bienvenus dans Lovecraft Therapy, l'exploration neurodivergente consacrée à la vie et l'œuvre de Howard Phillips Lovecraft. Et aujourd'hui, pour poursuivre cette exploration, je suis accompagné de mon îlophobe préféré, Audrey, bonjour. C'est faux, j'aime beaucoup l'île de France. Ah ouais, c'est une déviance particulière. J'aurais pu dire l'île Saint-Louis, ça marchait aussi. Îlophobie s'écrit H-Y-L-O, phobie. Et c'est une sous-catégorie de la biophobie. Le sachiez-tu ? Absolument pas. Voilà, comme il est question de vertes prairies dans cet épisode, voilà, et non pas d'îles, mais c'est vrai que j'avais pas pensé du coup à... Je sais pas s'il y a une phobie des îles, des environnements... Je peux comprendre que ça va avoir une forme de phobie de l'isolation. Personnellement, quand je visite une île, je suis toujours un peu stressé quand c'est une île qui n'est pas du tout accessible par exemple en fonction de la marée. Vous savez, il y a des petites îles, je pense par exemple, je vais pas donner d'exemple précis, mais je crois que c'est le cas à Noirmoutier. Dit le mec qui vient de dire qu'il ne donnerait pas d'exemple précis. Ce podcast commence vraiment très bien. C'est qu'en fait j'étais en train de censurer une autre île parce que j'étais plus sûr de retrouver le nom, mais il me semble que Noirmoutier typiquement c'est une île à laquelle on peut accéder en voiture quand la marée est très basse, voilà. Et bien sûr je prends pas en compte les îles de type île de Ré où il y a un grand pont qui fait qu'on peut y aller en permanence en voiture, disons en tout cas par des moyens terrestres, mais quand je visite une île à laquelle on accède uniquement en bateau, je suis toujours assez tendu, bien que j'adore le milieu océanique, littoral, etc. Parce que je me dis, putain, je suis dépendant du bateau pour rentrer, et ça me stresse de ouf, en fait. Ouais, j'imagine. Moi, j'ai jamais été sur ce genre d'île. Bah si. Dans le Morbihan, tu as fait l'île de... Ah oui. Dont je me rappelle jamais le nom. C'est vrai, on a fait l'île d'Ars. L'île d'Ars, voilà, dont je crois que le Z ne se prononce pas. On sait jamais, voilà. Ouais, voilà. L'île d'Ars ou l'île d'Ars, les Bretons nous Veuillez incendieront. m'excuser, cher Breton. À l'île d'Ars, tu te souviens pas d'avoir été spécialement stressé Non, pas particulièrement. Alors que pourtant, c'est vrai qu'on est rentré par un des derniers bateaux, donc ça aurait dû. Après, il y a des hébergements sur l'île, bon, on aurait pu se démerder, quoi, mais... Ouais, bah, on était un 31 décembre, donc je sais pas s'il y avait beaucoup de possibilités, ceci dit. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû camper... Non, bah écoute, il semblerait qu'on ait trouvé quelque chose qui ne m'angoisse pas, donc gardons-le précieusement dans un coin de nos têtes. Bravo, bravo. Donc l'îlophobie est une sous-catégorie de la biophobie. Biophobie, qui est un terme qui n'a pas de page Wikipédia, hein, ce qui renvoie quand même au fait que c'est une notion un peu questionnable. Il y a un petit paragraphe dans une page sur le biodesign, je crois, qui oppose la biophobie à la biophilie. Mais en gros, la biophobie regrouperait diverses peurs liées à la nature. Parmi elles, on trouve évidemment la zoophobie, la peur des animaux, l'anthophobie, peur des fleurs, et, en l'occurrence, l'îlophobie dont je viens de parler, qui est la peur des arbres. Ok. Et comme dans la nouvelle qui nous intéresse aujourd'hui, il se passe des choses bizarres dans les arbres. Ah, tu vois, j'aurais peut-être dit la peur des collines, qui donne île, tu vois. Île... Colline, île... H-I-2-L, en anglais. Ah, hill-ophobia. Tout à fait. Oui, ça aurait été bien. Ça aurait été Tu vois, bien. ce qui fait que la ville où se passe Retour vers le futur n'a aucun sens, puisque Hill Valley, la vallée de la colline, c'est non. Sauf que si. Je ne suis pas d'accord, puisque évidemment, d'un point de vue vernaculaire, quand on réfléchit... Désolé pour cette digression qui entame l'épisode, mais c'est un épisode assez spécial. Je vais y venir, donc allons-y. Voilà, prenons nos libertés, nos aises, puisqu'on enregistre quelques jours avant le 15 août. C'est pas uniquement pour ça que l'épisode est spécial, hein, je vous rassure. Des 15 août, il y en a tous les ans, paraît-il, hein. Dans votre temps, il n'y en aura peut-être plus. Et des 27 août, alors ? Je ne sais pas. Toujours est-il que Hill Valley, ça fait totalement sens, puisque t'imagines bien qu'à l'époque où les colons
se sont installés dans... Alors, je sais pas s'il y a une vraie ville qui existe aux States et qui s'appellerait Hill Valley, mais évidemment, ça fait « Ah, la vallée de la colline », ça paraît bête, soit c'est une colline, soit c'est une vallée, sauf qu'une vallée, par définition, elle est entourée de collines ou de montagnes, et que, typiquement, moi, ça m'étonnerait pas qu'un être humain, un jour, se soit dit « Ah, comment s'appelle le village qui est là-bas ? Bah, tu vois, il est dans la vallée, mais celle qui est au pied de la colline, donc on va appeler ça la vallée de la colline. » Voilà, vraiment, en fait, c'est une réaction humaine, un raisonnement humain qui me paraît tout à fait plausible. Si on se déplace dans le temps, qu'on remonte 200, 300 ans en arrière. Voilà. Je comprends tout à fait, puisque j'ai le même raisonnement avec mort-vivant. Ok. Tout le monde, enfin toutes les personnes mortes sont des mortes vivants. Parce que quand on est mort, juste avant tu étais vivant. Donc tu es mort de ton vivant, quelque part. Ouais, mais il n'y a pas le trait de... Le tiret. Le trait de... Mort-vivant, tu l'écris mort, petit tiret, vivant. Oui. Comme un mot composé. Oui. Donc là, tu parles de mort vivant avec un espace entre mort et vivant. Les gens morts sont de facto morts vivants. Ce ne sont pas des morts vivants. Oui, mais de fait, voilà, on peut jouer sur les mots comme on peut jouer sur les tirets et la ponctuation et la typologie. Donc tu veux dire qu'en fait, pour justifier Hill Valley, je suis un peu en train de jouer sur les mots, c'est ça que tu veux dire ? Exactement. Très bien. Non, je suis complètement sincère dans mon argumentation. Il n'y a pas d'ironie ou quoi. Je pense vraiment que quelqu'un peut se faire... C'est comme en France, le mec s'appelle Dupont. Ouais, mais des ponts, il y en a plein. Ouais, mais d'un point de vue local, pour le mec qui a dit cette famille, c'est la famille Dupont, il pense à un pont précis parce qu'ils réfléchissent pas. Quand tu remontes dans le temps, à une époque, avant Internet, avant la télé, avant la radio, avant la révolution industrielle globalement, les gens réfléchissent à une échelle beaucoup plus petite. Donc, la colline de la vallée ou la vallée de la colline, ça ne me surprend pas tant que ça. Non, mais moi non plus. Et puis, soyons tout à fait honnêtes, les gens pour qui le pont est précisé, par exemple, Dupont de Ligonnès, on peut pas dire que ça leur porte beaucoup de chance. T'avais fait un pari avec toi-même d'arriver à placer Dupont de Ligonnès dans cet épisode. Absolument pas, ça m'est venu comme ça, comme une fulgurance. Tu m'as lancé sur l'épaule, je me suis dit, ah, c'est le moment. Voilà, donc la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est une affaire qui fascine Audrey, parmi d'autres affaires de tueurs en série et de cold case, etc. Donc pourquoi je vous disais que cet épisode est spécial ? Eh bien tout simplement parce que je ne pensais pas consacrer un épisode à The Green Meadow, que j'ai tendance à appeler The Great Meadow. Voilà, faut que je fasse très attention. Tu sais que c'est pour ça que je la trouvais pas dans le livre à la base, parce que je cherchais avec Great et je trouvais pas de traduction de formidable Great. Prairie. Mais oui, c'est ça, je trouvais pas. Et comme Meadow, c'est pas un mot que je connais particulièrement ou que j'avais associé tout de suite à sa traduction. Je cherchais dans le sommaire, j'étais là, non mais c'est pas le bon recueil, parce qu'il y a rien de formidable dans ce recueil. Voilà. Je ne dirai pas plus, mais il n'y a rien de formidable dans ce recueil. Ah ouais ? Bon, on en reparlera. On en reparlera Parce qu'il y a moult nouvelles dans... Oui, non, c'était juste dans ce recueil. Ah, tu parles vraiment de La La Verte Prairie. de celle-ci, ouais. Donc, pourquoi cet épisode n'aurait pas dû sortir ? En tout cas, vous ne devriez pas être en train de l'écouter. Eh bien, parce que comme The Green Meadow est la première collaboration officielle de Lovecraft, parce qu'il a déjà fait un peu de ghostwriting un peu plus tôt, mais c'était du ghostwriting payant et on ne sait pas trop ce qu'est devenu son travail. Mais là, c'est la première fois qu'il va vraiment prêter sa plume à quelqu'un dans une démarche volontaire, où il ne fait pas ça pour l'argent, mais il fait ça pour la beauté de l'art, justement. Et du coup, c'est une œuvre qui est un peu mineure, déjà c'est une nouvelle très courte. En tant que collaboration, on peut se demander qui a écrit quoi, mais ça, on va y répondre un peu plus loin dans l'épisode. Toujours est-il que pour toutes ces raisons, je pensais que ça ferait typiquement un épisode paywall derrière notre Tipeee, mais il y a plusieurs problèmes qui s'opposent à publier cet épisode sur le Tipeee. C'est d'abord que je n'ai pas créé le Tipeee pour Lovecraft Therapy, voilà, donc évidemment ça va être compliqué de créer du contenu exclusif, et à ce niveau-là, je suis un peu prisonnier d'un cercle vicieux, puisque ça me dérange de créer un Tipeee sans aucune contrepartie, sans aucun épisode bonus préenregistré, même s'il y a plein de gens qui font ça, qui vous disent « Ah, pour 2 €, la contrepartie, c'est juste qu'on vous remercie, voilà, super, très bien », mais comme il y a largement matière à faire des épisodes bonus autour de Lovecraft Therapy, ça m'embête d'ouvrir le Tipeee sans avoir mis d'épisodes bonus, mais du coup, je n'ouvre pas le Tipeee, donc je ne sais pas combien d'entre vous seraient intéressés par ces épisodes bonus et combien cette activité de loisir pourrait nous rapporter en argent de poche. Est-ce qu'on pourrait défrayer, par exemple, le podcast qui me coûte à peu près $180 par an d'hébergement sur Transistor ? Eh bien, je n'ai pas la réponse à ces questions, donc je ne prends pas le temps, j'investis pas l'énergie dans le fait de faire les épisodes bonus, donc je n'ai pas de contenu bonus à vous offrir, donc je ne crée pas le Tipeee, et comme il n'y a pas de Tipeee, je ne crée pas d'épisodes bonus. Vous voyez le problème.
Mais il y a une deuxième raison au fait que finalement cet épisode sort sur le feed principal de Lovecraft Therapy, et bien c'est tout simplement que il s'est passé un événement alors que j'étais en train de faire le montage de l'épisode 6 consacré à Polaris, c'est que le podcast a passé les 1000 téléchargements. Alors, ça paraît bien sûr dérisoire aux chiffres que font certains podcasts professionnels rémunérés, et je sais bien que les chiffres de téléchargement, puisqu'on n'a pas de statistiques plus précises au niveau des plateformes de podcast, ces chiffres de téléchargement ne sont pas du tout synonymes d'écoute intégrale, motivée, intéressée ou d'abonnement. Hein. Et contrairement à YouTube, on ne peut pas en savoir plus sur la différence entre une personne qui télécharge et une personne qui télécharge et écoute l'épisode. Je suppose qu'il y a pas mal de gens qui téléchargent et se disent « Ah bah c'est pas un livre audio, j'avais pas compris, il y a le titre Polaris, c'est pas un livre audio. » Eh bah non, ce n'est pas un livre audio et ça ne le sera jamais. Donc c'est un chiffre à prendre avec des pincettes, mais bah voilà, pour un truc que je fais sur mon temps libre, avec l'aide d'Audrey sur son temps libre aussi, sachant qu'Audrey a de nombreux podcasts à faire avancer par ailleurs, eh bien, je trouve que c'était un petit symbole, et je me suis dit, bah voilà, au lieu de faire un épisode paywall, on va sortir l'épisode directement sur le feed principal, et il s'avère que, je pense que j'ai bien fait, parce que, même si la nouvelle peut paraître assez légère et très imparfaite, il y a pas mal de trucs intéressants à dire, notamment par rapport au contexte dans lequel la nouvelle a été écrite. Commençons par un peu de contexte biographique autour de l'œuvre. Petit retour dans le temps. Je vous rappelle que l'année 1917 a été très riche pour Howard Phillips Lovecraft, puisqu'il a écrit The Tomb et Dagon, qui sont deux œuvres absolument majeures, bien que précoce et séminale dans sa carrière. Lors du second semestre de 1917, il a écrit le désormais légendaire A Reminiscence of Samuel Johnson, qui a été publié en novembre 1917. On pense que Réminiscence avait été écrit vraiment très peu de temps avant. Puis, on débarque en 1918, et on sait qu'en mai, il fait le rêve qui va inspirer Polaris, et on présume que Polaris est écrit dans la foulée, en mai ou en juin. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe après ? Et bien en fait, concernant The Great Meadow, on n'est pas exactement sûr de la date, mais ce qu'on sait, c'est qu'il a probablement commencé à travailler sur la nouvelle en 1918. Et oui, j'ai bien dit qu'il avait commencé à travailler sur la nouvelle, bien que ce soit une collaboration. On va y venir. Et le truc, c'est qu'en fait, il a mis des mois à finir cette nouvelle, ce qui peut paraître un peu surprenant vu la taille de l'œuvre, mais on a un repère temporel qui est tout simplement l'internement de sa mère, puisqu'on sait qu'il a mis à peu près 2 mois à finir la nouvelle, à partir du moment où sa mère a été internée. Je présumais que la nouvelle avait été finie avant Beyond the Wall of Sleep, parce que Beyond the Wall of Sleep a été inspiré par un article du 27 avril 1919, mais comme la mère de Lovecraft a été internée en mars 1919, et bah en fait, c'est pas sûr qu'il ait fini The Green Meadow avant Beyond the Wall of Sleep. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est qu'il l'a commencé avant, puisque, comme d'habitude, la nouvelle a été inspirée par un rêve. Mais là, il se passe quelque chose d'un peu bizarre, puisqu'en fait, elle a été inspirée par 2 rêves différents. Donc comme vous le savez, ou comme vous ne le saviez pas d'ailleurs, en fait cette nouvelle a été coécrite par Lovecraft et une certaine Winifred Virginia Jackson, qui parfois s'appelait Winifred Virginia Jordan, puisqu'elle était mariée, puis qu'ensuite elle a divorcé, donc elle a repris son nom de jeune fille. Je vais revenir un petit peu plus tard sur ce qu'on peut donner comme information biographique au sujet de cette personne, mais toujours est-il que voici comment Lovecraft nous explique la genèse de cette nouvelle. Un rêve singulier m'avait conduit à commencer une histoire sans nom à propos d'une forêt terrible, d'une plage sinistre et d'une mer bleue et menaçante. Après avoir écrit un paragraphe, je fus bloqué. Mais par hasard, je l'envoyai à Madame Jordan. Imaginez ma surprise lorsque la poétesse répondit qu'elle avait fait un rêve exactement similaire, mais qui allait plus loin. Dans son rêve, un morceau de rivage s'était détaché, l'emportant dans la mer. Une prairie verte se profilait sur le côté gauche, et d'horribles entités semblaient se cacher parmi les arbres de l'effroyable forêt derrière elle. Ce devait être un rêve assez étrange, car
Elle en dessina une carte et me suggéra d'écrire une histoire autour de celle-ci. Après y avoir réfléchi un peu, je décidai que ce rêve rendait mon histoire obsolète. J'abandonnai donc mon projet et utilisai mon premier paragraphe dans la nouvelle histoire. Alors que je réfléchissais à la manière d'insuffler un peu de vie et de drame à ce fragment plutôt vague, ma mère s'effondra et je m'effondrai moi-même partiellement sous l'effet du choc. Pendant 2 mois, je ne fis rien. En fait, je me souviens à peine de ce que je pensais pendant ces 2 mois. Je sais que j'ai réussi à effectuer mécaniquement et à demi consciemment un travail d'amateur impératif, y compris 1 ou 2 rapports critiques. Lorsque j'émergeais, je décidai d'ajouter du piquant au récit en le faisant descendre du ciel dans un aérolite. Il s'est avéré que c'était pratiquement mon propre travail tout du long, mais en raison de l'ossature du rêve jordanien, je me suis senti obligé d'accepter une collaboration. Alors je l'ai intitulé par Elizabeth Neville Berkeley et Lewis Theobald Jr. On a donc cette nouvelle qui en fait est partie d'un rêve de Lovecraft, qui s'est étrangement combiné à celui de Winifred. Bon, visiblement, même Lovecraft pense qu'en fait, elle n'avait pas du tout fait ce rêve, et que c'est en lisant sa missive qu'elle s'est dit « Ah oui, j'ai fait ce rêve ». La théorie de Lovecraft, c'est qu'en fait, elle a subi une forme de suggestion de sa part, et qu'elle a effectivement fait le rêve qu'elle affirme avoir fait, mais qu'elle l'a fait suite à la lecture de la correspondance de Lovecraft. Ce qui est finalement assez plausible. Une autre explication, c'est tout simplement que Winifred a menti, et qu'elle a suggéré cette histoire, peut-être parce qu'elle avait très envie que Lovecraft travaille avec elle. Ça, c'est moi qui le dis. Il faut savoir que Winifred, en fait, était membre du journalisme amateur. Elle est rentrée à l'UAPA en 1915, et rapidement, elle a eu des correspondances avec Lovecraft, puisqu'il a publié certaines de ses pièces dans The Conservative, et elle a également publié une des pièces de Lovecraft dans son unique journal amateur, puisque, vous le savez, hein, les journalistes amateurs imprimaient parfois leurs propres journaux, et c'est aussi ce qu'a fait Winifred. On n'en sait pas beaucoup plus sur elle, puisque tout simplement, il s'avère qu'elle fait partie des heureux privilégiés qui n'ont pas de page Wikipédia, même en anglophone. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'infos sur elle, hein. On sait qu'elle est née en 1876, donc elle avait 14 ans de plus que Lovecraft. Elle va mourir en 1959, et elle aurait été mariée à une personne nommée Horace Jordan, qui est parfois présenté comme afro-américain, mais en fait, a priori, son certificat de naissance le catégorise comme white, donc on n'est même pas sûr de cette hypothèse. Elle a été bibliothécaire à Boston, en tout cas en 1918, c'est son travail, lorsque elle commence à échanger avec Lovecraft au sujet de ce rêve qui va devenir peut-être la Verte Prairie. Et on sait qu'elle a été membre de l'UAPA jusqu'en 1921, en tout cas sous le nom de Jordan. Le sachiez-tu, il existe 2 autres Winifred connues. Donc nous avons Winifred Wagner, qui était la belle-fille de Richard Wagner, ami intime d'Adolf Hitler. Ah bah voilà, on a réussi à citer Hitler sans parler des opinions politiques de Lovecraft, ça commence bien. Ouais, c'est ça. Hitler et Dupont de Ligonnès dans le même épisode, n'en jetez plus. Et nous avons aussi un petit peu moins polémique et politique, encore que Winifred, c'est le nom de la femme du colonel Hattie, un des éléphants du livre de la jungle. Waouh. C'est un prénom d'origine un petit peu germanique, non, Winifred? Ils disent anglophone. Utilisé dans les pays anglophones, mais par exemple, c'est un prénom qui n'a pas de page Wikipédia anglaise, alors qu'il a une page Wikipédia danoise et norvégienne. Ouais, ok, c'est clairement un truc qui vient du Hall North, quoi. Oui. Winifred, que je vais souvent appeler par son prénom, alors je le précise, hein, c'est pas pour être familier avec cette personne parce que c'est une autrice de sexe féminin, c'est juste que comme elle, un coup c'est Jordan, un coup c'est Jackson, si je fais ça on va commencer à se mélanger, donc Winifred, lorsqu'elle aura divorcé d'avec Horace Wheeler Jordan, Horace, elle va être romantically involved avec un poète et critique littéraire qui s'appelle William Stanley Braithwaite.
On en reparlera peut-être dans un prochain épisode, déjà parce qu'il y a une autre collaboration entre Winifred et HPL qui est The Crawling Chaos, que je n'ai pas lu récemment, donc je ne me rappelle pas du tout de quoi ça parle, mais il me semble que c'est considéré comme un peu mieux que La Verte Prairie. Et on en reparlera aussi parce que, je ne veux pas trop m'avancer, puisque je ne veux pas dépasser l'année 1919, une légende urbaine circulait dans le milieu du journalisme amateur, selon laquelle il y aurait eu une romance entre Howard Philip Lovecraft et Winifred Virginia Jackson, une fois qu'elle eut divorcé. Ou peut-être pas d'ailleurs, puisqu'elle a gardé son nom de Jordan jusqu'en 1921 et qu'il l'aurait rencontré en 1920, mais que il était globalement très bienveillant envers son travail, à tel point que, là je suis obligé de faire un petit saut dans le temps, en 1921, Lovecraft va écrire un essai, qui est pas très long, hein, qui fait 300-400 lignes selon la taille des lignes. Je dis ça parce que je l'ai trouvé intégralement sur un site hongrois, mais avec le texte en anglais. Et en fait, selon la taille que tu mets dans la page, le nombre de lignes change. Ok, j'ai vraiment cru que t'allais dire 300 ou 400 pages. J'étais là, on n'a pas la même définition. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, en ce moment, je suis obligé d'utiliser 2 navigateurs internet différents parce que j'ai un problème avec Google Doc, sachant que mon navigateur de base, c'est Mozilla, et apparemment, il y a un problème vraiment structurel depuis quelques semaines, une incompatibilité systémique entre Mozilla, parce qu'il est basé sur une architecture qui s'appelle Gecko, et qui n'est pas du tout l'architecture des navigateurs basés sous Chrome. Et du coup, je suis obligé d'utiliser Brave, alors qui est pas mal, mais j'y ai commencé il y a littéralement 48 heures, donc ça explique aussi un peu le désordre de mes notes. Mais ce qui explique le désordre de mes notes, c'est surtout que j'ai procrastiné toute cette semaine puisque j'avais quelques jours de repos et que j'aurais pu les consacrer à préparer cet épisode, mais j'ai choisi de faire autre chose, notamment de jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Alone in the Dark. On pourra en parler peut-être un jour. T'as joué à The Witcher aussi. J'ai aussi joué à The Witcher 2 et ça c'est horrible parce que c'est très intéressant en termes d'écriture, en termes de storytelling, mais par contre c'est un jeu qui n'a pas de fin, quoi, basiquement, quoi. Alors que tu utiliserais tout le temps Google Chrome comme navigateur ou Opera, tu n'aurais pas de problème. Ok, bah écoute, je verrai. En tout cas, moi, pour utiliser Google Doc correctement, je suis obligé de passer sous Brave ou d'utiliser le mode sans échec de Firefox, sauf que le mode sans échec, il n'y a pas d'extension. Et là, je vous assure que pendant quelques minutes, j'ai découvert une autre facette d'Internet. C'est-à-dire que moi, ça fait littéralement 10 ans que je navigue avec que des bloqueurs de pub partout. Le moindre site, c'est à vomir, quoi. Je veux dire, le moindre... Enfin non, d'ailleurs, pas tous. Google Traduction, il n'y a pas de publicité. Voilà, bon... Pas encore. Pas encore, non, mais voilà, il n'y a pas de publicité non plus dans Google Drive. Bon, ils n'ont pas poussé le vice jusque-là. Non, mais alors que tu utiliserais Internet Explorer, tu n'auras même pas besoin de faire des recherches puisque les news de Lovecraft seraient dans la page actualité. Ouais, je croyais que tu allais dire que de toute manière, les pages ne chargeraient même pas, donc les pubs non plus, quoi, à la rigueur. Mais voilà. Ah si, ça, bizarrement, sous Explorer, les pubs n'ont aucun souci à s'afficher, ça... Tout ça pour vous dire que je n'ai pas noté le nombre de mots de l'essai de Lovecraft consacré à Winifred Virginia, mais en fonction de l'affichage entre les 2 navigateurs, j'ai eu un nombre de lignes qui passait de 250 à 175 à peu près. Voilà, bon. Tout ça pour vous dire que c'est pas long, mais je vous ai pas donné le nom de cet essai, le titre, qui s'intitule donc Winifred Virginia Jackson, A Different Poetess. Nous vivons à une époque d'émotions morbides et d'introspection où les poètes, tels qu'ils sont, ont sombré au niveau de simples pathologistes engagés dans la dissection de leur propre esprit ultra sophistiqué. La douce touche de la nature est perdue pour la majorité et les rimeurs radotent sans fin et de manière réaliste sur la relation de l'homme à ses semblables et à lui-même, négligeant les véritables fondements de l'art et de la beauté, l'émerveillement et la relation de l'homme au cosmos inconnu. Mais Miss Jackson ne fait point partie de la majorité et n'a point négligé ces choses. En elle, le barde ancien et intact est réincarné de manière éclatante. Et avec une universalité étonnante et libérée de la conscience de soi, elle supprime complètement l'ego, décrivant les humeurs et les aspects divers de la nature avec une fidélité et une délicatesse impersonnelles qui font le bonheur du lecteur exigeant et le désespoir du critique stupide qui travaille par règles et formules plutôt qu'avec son cerveau. Il n'y a pas de milieu que l'esprit de Miss Jackson ne puisse habiter. Le même esprit qui reflète les fantasmes les plus délicats et les plus somptueux du monde des fées,
ou fournit les images les plus finement ouvragées, où le pathos et le sentiment les plus raffinés, peut brusquement s'installer dans une région forestière reculée du Maine et déverser un chant des bois et de la rivière si sauvage et viril que nous semblons apercevoir le chanteur comme le plus rauque d'une équipe de bûcherons à la barbe emmêlée, aux cicatrices de combat et aux cris bruyants affalés autour d'un feu de camp de pin. Franchement, si c'est pas... Enfin, moi, je serais à la place de Winifred Virginia, je lirais ça, j'aurais envie de coucher avec cet homme. Ah bah franchement, il y a des bio Tinder qui devraient s'en inspirer. Malheureusement, sur Tinder, il y a vraiment pas beaucoup de place pour écrire un profil. Je crois que c'est 500 mots, enfin vraiment, c'est Non, mais, anémique. tu vois, dans les DM, une fois que t'as matché avec la personne, Ah oui. ça changerait de... Tu as des objets chez toi? Salut, ça va? Écrit S-A-V-A, tout attaché. S-A-L-U-S-A-V-A, tout attaché. Tu suces? Ouais, Non. je bien ou bien? Non, vraiment, mon préféré restera le bonjour. Tu as des objets chez toi. C'est à quoi j'avais commencé à lui faire la liste du mobilier qu'il y avait à la maison, mais ça ne lui a pas plu, il m'a bloqué. Ça ne devait pas être ça dont il parlait. Bref, je ne vais pas épiloguer sur cette possible romance qui est débattue. On en reparlera dans de prochains épisodes quand on arrivera à la période historique concernée, puisque là, si romance il y a, elle n'est que épistolaire. Je vous rappelle que le texte absolument hagiographique que je viens de lire date de 1921, mais à l'époque où Winifred et Lovecraft collaborent pour La Verte Prairie, bah, on est en 1918 puis en 1919, donc ils ne se sont pas rencontrés, mais on peut présumer qu'il est déjà appréciatif de son travail, mais il n'a pas encore sorti les canons et l'artillerie lourde pour chanter ses louanges. Petite précision, si vous voulez vous faire... vous familiariser avec l'œuvre de Winifred. Malheureusement, ça va être compliqué parce que sur Wikisource, on ne trouve que ses collaborations avec Lovecraft et deux petits textes très courts. Un premier texte qui est justement issu de la seule issue de son journal amateur, où elle fait, en fait, c'est une espèce de petits mots, je veux dire, hagiographiques pour un journaliste amateur très âgé. Je n'ai pas retenu son nom, je n'ai pas retenu son âge, mais je crois que c'est quelqu'un qui a plus de 80 ans à l'époque, ou plus de 70 ans. Et c'est dans ce fameux numéro de journal qu'on a un texte de Lovecraft aussi. Donc le seul vrai texte original de Winifred Virginia qu'on a sur Wikisource, en tout cas en anglais, donc j'ose pas imaginer en français, c'est un petit poème qui s'appelle Finality, et qui est assez macabre, et dont Lovecraft d'ailleurs reparlera dans ce fameux texte, une poétesse différente, où il analyse, œuvre par œuvre quasiment, il explique toutes les vertus du style de Winifred, et il parle notamment de ce texte qu'il range dans la catégorie des œuvres un peu horrifiques en fait, parce qu'effectivement c'est un poème très très court. Ouais, tu vois, je te montre. On est sur une quarantaine de lignes, quoi. Et voilà, je ne spoil pas. Mais c'est effectivement un poème un peu sombre, de façon assez surprenante. Alors, je ne serai pas aussi dithyrambique que Lovecraft, mais bon, je ne suis pas qualifié pour vraiment commenter la qualité des poèmes des uns et des autres. Toujours est-il que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur Winifred en tant que telle, et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire aussi sur les échanges épistolaires qu'il y a eu entre les deux et qui ont amené à la genèse de La Verte Prairie, notamment parce que Lovecraft explique dans une lettre, cette même lettre où il explique la genèse de comment il a travaillé à ses amis correspondants, qu'en fait Winifred voulait qu'on brûle toutes ses correspondances. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas. Est-ce que c'est encore un indicateur que peut-être il y avait quelque chose d'un peu romantique dans les correspondances en question? Je ne sais pas si c'était que les correspondances qu'elle avait avec Lovecraft. Mais toujours est-il que, voilà, forcément, il y a effectivement très peu de correspondances qui ont été retrouvées. Donc, voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus sur Winifred Virginia Jackson/Jordan/Jackson.
Je voudrais revenir un petit peu sur l'hospitalisation de Sarah Susan Lovecraft, parce que c'est quand même l'événement majeur de cette période qui s'écoule entre Polaris et la finalisation de The Green Meadow. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, Joshi, puisque je rappelle que pour l'aspect biographique, je me fie principalement à S.T. Joshi, même si lui-même, en fait, a une bibliographie extrêmement dense et se fie à d'autres sources que je vais mentionner présentement pour le sujet qui nous intéresse. Mais là où je veux en venir, c'est que Joshi s'étonne de la manière dont Lovecraft présente la situation à certains de ses correspondants, où il dit notamment « Such infirmity and absence on her part is so unprecedented ». Donc littéralement, un tel état d'infirmité et une telle absence de sa part, à ma mère, sont sans précédent, ce qui bien sûr est vrai dans le sens où elle n'a pas été hospitalisée avant ce jour, mais en fait il y a des témoignages qui semblent indiquer que ça fait déjà une dizaine d'années que Suzy, je dis ça parce que parfois Joshi l'appelle Suzy, est en train de montrer des signes de, j'allais dire faiblesse, affaiblissement mental, c'est pas le terme, puis il y a un petit côté jugement de valeur, donc disons de dégradation de l'état mental. Et on a donc deux charmants personnages qui sont Kenneth Walter Feig, et qui sont Winfield Tomley Scott, sachant qu'il n'y a que Scott qui a une page wiki, mais Kenneth Walter Feig, si vous êtes fan de Lovecraft, vous êtes déjà familier probablement avec son nom parce qu'il a écrit pas mal de trucs sur Lovecraft, notamment un bouquin qui s'appelle His Life, His Work, bouquin War Arctic, d'ailleurs j'ai pas le détail de la taille des œuvres, mais on a un truc spécialement sur The Parent of H.P. Lovecraft. Bref, voilà, donc c'est quelqu'un qui a fait un travail de recherche documentaire et qui a été retrouvé ce qu'il qualifie comme une voisine de 25 ans. Tandis que Scott, lui, s'est intéressé aux archives de l'hôpital. Je vais y venir après. Mais donc, on a Feig qui a été interviewé, cette personne qui s'appelle Clara S. et qui disait en gros que, en fait, she was considered, donc c'est la formule passive, hein, donc on, mais on ne sait pas qui, le voisinage, les habitants de Providence, les proches. Elle était considérée comme en train de devenir plutôt bizarre. Et ça, c'est une remarque qui est censée concerner l'année 1908, déjà. Année où, alors je ne me rappelle plus dans quel contexte, je ne sais plus si c'est une correspondance, si c'est une déclaration qu'elle a faite à Clara S, mais année 1908 où Suzy a parlait de Lovecraft en le désignant comme étant hideux. Ce qui, d'ailleurs, a pas mal joué. Alors, on ne sait pas si elle a fait ce reproche frontalement à Lovecraft, mais on sait que Lovecraft avait aussi une forme de dysmorphophobie, je vais le dire comme ça, notamment la tendance à s'épiler les poils, la pilosité faciale, au point de se provoquer des poils incarnés. Voilà, on sait qu'il était très complexé par la forme de sa mâchoire et par, globalement, son visage très étiré. En fait, il était grand et plutôt proportionné, en vérité, mais c'est vrai que, selon les photos, on voit plus ou moins ce menton très particulier. Je ne trouve pas Lovecraft moche, mais il y a même des photos où il est franchement beau garçon, avec un physique particulier, certes, des lèvres assez étroites, mais qui sont aussi des lèvres d'une personne peut-être un peu intimidée et réservée, qui serre la bouche. Mais c'était loin d'être un laidron, toujours est-il que lui était complexé, et surtout qu'on a cette déclaration. Alors le problème, moi ça me dérange un peu, cette histoire d'aller chercher une voisine qui a été voisine pendant 25 ans, parce que c'est pas qu'il n'y a jamais de fond de vérité dans les ragots. De façon évolutionniste d'ailleurs, le ragot est quelque chose d'intéressant. Perso, c'est quelque chose que j'ai longtemps méprisé, que j'ai tendance encore à énormément mépriser, mais c'est aussi parce qu'à titre personnel, j'ai ce qu'on appelle un tempérament antisocial. Alors ça ne veut pas dire que je brûle des voitures tous les 4 matins en allant faire mes courses, mais ça veut dire que j'ai une forte allergie, un fort rejet des normes sociales et des conventions, et que je les déconstruis assez facilement. Parce qu'en vérité, toute culture est parfaitement subjective, à part peut-être si on cherche un espèce de tronc commun universel entre toutes les cultures humaines, le tronc commun qui justement s'appuie sur des choses biologiques ou sur des lois de la physique, mais fondamentalement, il suffit de traverser la frontière d'un pays pour que les lois soient différentes de l'autre côté. Donc vous prenez juste la France et ses voisins, vous savez, le voisin allemand où les bordels sont autorisés alors que la prostitution est ultra
pénalisé en France, bien que pas complètement illégal. Vous faites 2 heures de train ou 2 heures d'avion, vous arrivez à Amsterdam et non seulement les prostituées sont en vitrine, mais vous pouvez aussi consommer un certain nombre de drogues douces, en tout cas de substances qui sont totalement interdites en France. Enfin, voilà, on peut multiplier les exemples, l'euthanasie en Suisse, enfin, voilà, vous traversez littéralement 1 mètre, une ligne de... Je sais pas d'ailleurs d'un point de vue cartographique combien fait réellement une frontière, tu vois, le trait sur la carte en réalité dans le monde réel il est censé faire 1 cm, 10 cm, 10 mètres, 1 km, je ne sais pas. Mais voilà, vous traversez une frontière et le monde est différent culturellement, quoi. C'est une demi-largeur de cahute douanière, en fait. Techniquement. Ou une largeur entière de cahute, si on considère qu'il y en a une de chaque côté. Je crois que quand on va en Suisse, effectivement, il y en a une de chaque côté, donc admettons... Ouais, c'est la bande entre les deux cahutes, quoi. Du coup, la frontière suisse, je crois, t'as des zébras sur 2-3 mètres. Enfin, du coup, c'est pas des zébras, parce que sinon on pourrait pas rouler dessus, mais... Ouais, voilà. des zones tampons... Ouais. Le no man's land, en fait. Oui, c'est ça. Toujours est-il que j'ai un peu digressé, mais malgré ce mépris profond que j'ai pour les ragots, les ondis, les rumeurs de machines à café, en vérité, il semblerait que c'est un vrai outil, un vrai avantage évolutionniste, les ragots, déjà parce que de toute manière, l'être humain étant une espèce grégaire, on est obligé de se socialiser, de s'organiser, et les ragots, ça a plusieurs utilités, ça permet notamment de faire du reality check. Et c'est pour ça que quand vous avez un truc bizarre qui vous arrive, que ce soit dans la rue ou que ce soit au travail, vous allez en parler à vos proches. Alors, on désigne pas généralement ça sous le terme de ragot, le fait d'aller discuter le soir avec ses amis, de dire « Ah, il y a mon supérieur hiérarchique qui m'a fait un truc bizarre au taf, etc. » ou « Ah, tu sais pas ce que c'est que cette collègue que j'aime pas m'a encore fait, etc. » Mais c'est déjà une forme de ragotage. Et en fait, ça peut permettre, par exemple, d'organiser des coups d'État. Alors, je dis ça, faut pas raisonner coup d'État junte militaire, faut raisonner chasseur-cueilleur il y a 150 000 ans. Voilà. Mais c'est comme ça que le présente un neuroscientifique multicasquette que j'aime beaucoup, qui est aussi éthologue, qui s'appelle Robert Sapolsky, dans un excellent livre que je vous conseille si vous parlez anglais, qui s'appelle Behave, où il a un petit passage comme ça sur les ragots en tant qu'avantage évolutionniste. Évidemment, on sait aussi que ça peut être utilisé pour diffamer les gens. Et j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler d'ailleurs au sujet de ces fameuses histoires de romance entre Lovecraft et Winifred, quand on y viendra dans l'épisode qui correspondra à la période concernée. Donc cette Clara S, je me dis, qu'est-ce qu'elle nous dit, quel est son intérêt à ragoter comme ça. Alors c'est pas elle qui a été chercher Feg, c'est Feg qui a été la chercher parce qu'il cherchait des témoins pour connaître un petit peu le contexte de la vie de Lovecraft, mais voilà. Et on sait que en fait, donc toujours en 1908, elle dit « La dernière fois que j'ai vu Madame Lovecraft, on marchait dans la rue, dans l'avenue Butler, justement. Non, c'était le car, donc c'était sans doute un bus ou un trolley, mais probablement un bus. Et elle était excited, et apparemment, elle ne savait pas où elle était. Elle a attiré l'attention de tout le monde, et j'étais très embarrassé, parce que j'étais l'objet de son attention à elle. » Bon, voilà. Donc apparemment, ça a beaucoup marqué Clara S. Donc on a ce signe de dégradation de la santé mentale. Qu'est-ce qui te fait ? Je vois que t'es morte de rire. Je me dis, ah oui, en fait, Madame Lovecraft, c'est ma grand-mère. Ok, tu veux développer ? Pas particulièrement, mais c'est toujours des grands moments de prendre le bus avec elle, ou d'être... T'as les mamies dans le bus en général. Oui, oui. Alors quand t'en as 2 qui se rencontrent, dont la mienne... Voilà. Disons que quand on fait les magasins ensemble, c'est les vendeurs qui, en partant, me souhaitent à moi bon courage. Nos grand-mères ont du talent quand elles sont vivantes. Je dis ça parce que je veux pas heurter la sensibilité des gens qui nous écoutent et qui n'ont plus leurs grands-parents, ou qui avaient des mauvais rapports avec leur grand-mère. Vous avez le droit d'avoir des mauvais rapports avec les gens de votre famille. Je suis un cas exemplaire à ce sujet. Et Clarisse nous explique aussi d'ailleurs que, en fait, en 25 ans de cohabitation avec les Lovecraft, elle n'a jamais vu Suzanne et Howard ensemble. Et c'est une remarque que nous rapporte Joshi, donc toujours suite à l'investigation faite par Kenneth Walter Feg, parce qu'en fait, il est un petit peu sceptique par rapport à cette histoire de unprecedented. Alors, je sais pas à quel point Joshi se coupe les cheveux en 4, et à quel point je suis moi-même en train de couper ce podcast en 4 pour vous donner tous ces détails, mais c'est vrai que ça a vraiment l'air de l'intriguer, et il se dit, mais en fait, est-ce que Lovecraft était dans le déni ? Parce que si ça faisait 10 ans que la santé mentale de sa mère se dégradait, pourquoi il a rien vu ? Alors, est-ce que c'est parce que lui-même était en proie à ses propres épreuves, ses propres crises de nerfs, les nombreux breakdowns qu'on a évoqués
dans les 4 premiers épisodes du podcast, peut-être. Et du coup, on a ce fameux Scott qui a été chercher les archives de l'hôpital Butler. L'hôpital Butler, d'ailleurs, je vais faire un petit mot là-dessus. En fait, il a été créé en 1844 et apparemment, en fait, c'était un endroit assez moderne pour l'époque, puisqu'il a été très influencé par la personne qui sera son premier superintendant, le docteur Isaac Ray. Et en fait, Isaac Ray, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de la psychiatrie judiciaire aux États-Unis. Et oui, parce qu'il a écrit un traité, le traité de jurisprudence médicale de la folie. A Treatise on the Medical Jurisprudence of Insanity, un traité qui servira à certains défenseurs qui apparemment propose une rupture par rapport à ce qui était avant la insanity défense de base, qui était de dire mon client n'est pas responsable parce qu'il se rend pas compte du bien et du mal, etc. Voilà, quelqu'un donc qui a été assez influent et qui était avant superintendant à l'hôpital d'Augusta dans le Maine et qui va donc prendre la tête de cet hôpital. Et on sait que quand Lovecraft allait rendre visite à sa mère, en fait, il n'allait jamais dans les parties fermées, il n'allait jamais dans l'hôpital, il la voyait toujours dans ce que Joshi appelle les grounds, donc les jardins en fait, et il se promenait parce qu'apparemment il y avait des bois qui surplombaient la rivière, donc tout ça était très bucolique et c'était un peu pensé vraiment comme une retraite, presque une maison de repos en fait. Oui. Pas uniquement un asile où on enfermait les gens, où on leur mettait des camisoles. Et d'ailleurs, il semblerait que Ray essayait de limiter la médication et les restrain, au sens vraiment le fait de ligoter, de mettre des camisoles, de restreindre les mouvements des patients au minimum. Voilà. Mais il décourageait aussi, bien sûr, le fait que les curieux viendraient se regarder un petit peu l'hôpital. En fait, en lisant, alors sa page wiki n'est pas très développée, mais j'ai pensé à ce médecin qui est interprété par, évidemment, je vais pas retrouver son nom, mais le mec qui a joué Gandhi dans le célèbre biopic de Gandhi, le gentil médecin dans Shutter Island. Oui. Ben Kingsley. Voilà, ça m'est revenu. Je savais pas du tout que c'était lui qui jouait Gandhi. Et si le mec a joué Gandhi, parce qu'on peut blackfacer Gandhi, parce que tu vois, il était raciste, donc c'est pas grave. Gandhi, pas Ben Kingsley, hein. Fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ah, ceci dit, c'est pas totalement un blackface, parce que c'est son nom de scène. En fait, son vrai nom, c'est Krishna Pandit Banji. Oh oui, donc c'est un acteur britannique d'ascendance indienne. Je donc retire ce que j'ai dit. J'ai été extrêmement médisant. Ça ne se voit pas du tout sur son visage, mais voilà, t'es un acteur concerné. Alors autant il y a ce qui ressemble à une forme de déni de la part de Lovecraft pour toute la période qui précède l'internement de sa mère, autant après, en fait, Joshi explique que globalement les médecins étaient très rassurants, en tout cas sur sa santé physique, il lui expliquait qu'elle n'était pas en danger, et que donc ça a sans doute encouragé Lovecraft à pas trop lui rendre visite ou pas trop, à sous-estimer peut-être l'aspect mental de la problématique. Après, il est quand même, comme le montre la citation que je vous ai lue en ouverture de l'épisode, hein, il est quand même déprimé. Et d'ailleurs, en fait, il semble alterner des états assez extrêmes, puisque, apparemment, c'est toujours ce que dit Joshi, hein, il alterne des phases où il est incapable de faire quoi que ce soit, et ça va aussi dans le sens de la citation où Lovecraft explique comment il a fini par finaliser La Verte Prairie, et des phases où il se trouve littéralement possédé par une dose d'énergie extrêmement rare. Donc il explique par exemple qu'il pouvait se retrouver en train d'écrire des lettres le matin sans avoir dormi de la nuit. Ce qui ressemble un peu à ce qu'on appelait avant un accès maniaque, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le trouble bipolaire. Vous alternez les phases de dépression et les phases maniaques, justement, où vous avez beaucoup d'énergie. La phase maniaque s'accompagne parfois aussi de dépenses irraisonnées. Il y a des gens qui se font interdire de Banque de France en genre 2 semaines parce qu'ils crament la carte de crédit comme des fous, etc. Je ne suis pas du tout en train de dire que Lovecraft était bipolaire. C'est pas du tout ce que je dis. Mais là, voilà, sous l'effet du stress, on peut alterner des choses comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que Joshi interprète le départ de Suzy, enfin son absence de la maison, comme une forme de soulagement pour Lovecraft, en tout cas au sujet de sa vie quotidienne. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là ? En fait, c'est pas très clair. Est-ce qu'il veut dire par là que du coup, puisqu'on ne les voyait jamais ensemble, peut-être que Lovecraft évitait sa mère et que du coup, le fait qu'elle soit plus dans la maison, c'est plus simple. Donc après, sur les causes de la dégradation mentale de sa mère, donc il y a Winfield Tomley Scott, je vous le disais, qui a
consulter les dossiers qui ont survécu à un incendie, parce qu'en fait, par exemple, en ce qui concerne le père de Lovecraft, les dossiers ont disparu. Non, je dis des bêtises. C'est pas les dossiers du père qui ont disparu, c'est bien ceux de la mère qui ont été détruits dans un incendie, mais Winfield Tonley Scott les avait consultés avant l'incendie. Donc on a des petites bribes qui sont rapportées par lui. Le rapport médical dit en gros qu'elle souffrait de périodes d'épuisement physique et mental. Dans le texte, c'était une femme qui avait été gone into pieces, donc effondrée en pièces, déchiquetée, voilà, brisée, quoi, tout simplement. Quand elle s'entretenait avec les médecins, elle mettait beaucoup l'accent sur ses inquiétudes économiques et parlait de tout ce qu'elle avait fait pour un poète de haut vol, en parlant donc de son fils, à tel point qu'il y a un psychiatre qui a commencé à prendre des notes sur un supposé complexe d'Oedipe, comme quoi, même en 1919, la psychanalyse avait déjà commencé à faire des ravages outre-Atlantique. Mais en gros, le psychiatre faisait remarquer que quand même, normalement, le complexe d'Oedipe, ça concerne plus les enfants que les parents. Donc voilà, il épilogue pas là-dessus. Et il y a aussi le terme de insufficiency complex, donc complexe d'insuffisance, terme que je n'ai jamais entendu, ni lu dans le moindre ouvrage psychologique jusqu'à ce jour, mais est-ce que c'est une tournure de phrase qui vient de Scott? Est-ce que c'est vraiment la tournure de phrase des médecins? Ou est-ce que c'est juste un des innombrables termes de psychiatrie qui est tombé en désuétude au fur et à mesure des années, puisque les termes changent énormément en psychiatrie? Toujours est-il que, en gros, le problème qui semble le plus logique, c'est vraiment les soucis financiers, puisqu'on rappelle que Lovecraft n'a jamais été capable d'avoir un travail régulier depuis la mort de son grand-père maternel, et que sa mère non plus ne travaille pas. À tel point que je me suis dit, ok, mais on sait que les Lovecraft étaient de la gentry, donc ils étaient aisés et que c'est pas qu'ils étaient pas censés travailler, puisque son grand-père était entrepreneur, mais il y a une différence bien sûr entre être un entrepreneur et être une petite main. Et donc je me suis dit, ok, mais est-ce que vraiment sa mère ne pouvait pas travailler? Est-ce qu'elle avait pas le choix en fait? Ou est-ce que c'était juste un truc de classe, avant en tout cas que sa santé mentale ne se dégrade? Donc j'ai fait une brève recherche sur le travail des femmes à l'époque, et en fait, donc le Census Bureau américain, donc le bureau du recensement, basiquement, estime que dans cette période, alors c'est très vague cette période, c'est pas année par année, c'est en gros avant l'engagement des States dans la Première Guerre mondiale, donc avant 1917, il y avait 20% des femmes qui étaient considérés comme gainful workers, donc travaillant vraiment contre un travail rémunéré, puisque c'est pas un chiffre qui prend en compte les épouses d'artisans, par exemple, les femmes non salariées, basiquement, en fait, qui pouvaient quand même rapporter de l'argent. Par contre, seulement 5% des femmes mariées étaient considérées comme gainful workers. Donc ça dénote évidemment, pour des raisons culturelles, une tendance à la femme au foyer, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, il n'y avait pas de loi qui interdisait explicitement aux femmes de travailler. Donc on peut présumer que c'est plutôt un choix personnel de la mère de Lovecraft, parce que son fils ne rapporte pas d'argent, c'est une chose, mais qu'elle ne se sorte pas les doigts, c'en est une autre. Après, bien sûr, si elle était elle-même une personne sujette à troubles psychologiques, je ne voudrais pas avoir l'air de faire du validisme, dire « Yaka, Faucon, quand vous êtes déprimé, vous n'avez pas forcément le libre arbitre qui vous permet d'aller travailler. » Je rappelle d'ailleurs que le libre arbitre n'existe pas, même si vous n'êtes pas dépressif. C'est ce que j'allais dire, parce que du coup tu crois au libre arbitre à défaut de croire aux consonnes. Je crois aux consonnes. Non, effectivement, je ne crois pas au libre arbitre. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans d'épisodes futurs, de futurs épisodes. Ma grand-mère est à volo. Ma grand-mère est dans le même état que Sarah Susan Lovecraft. C'est-à-dire en état de décomposition avancée, vu qu'elle est morte en 1921. Ce qui fait plus de 100 ans. Voilà. C'est outrage à cadavre, ça, monsieur. Donc non, petite incise, petite parenthèse, petite digression, je ne crois pas au libre arbitre, et c'est pas moi qui le dis, en fait c'est le grand Robert Sapolsky dont je parlais un peu plus tôt, puisque évidemment, à partir du moment où on ne choisit ni notre patrimoine génétique, ni notre environnement, au sens très large d'environnement, social, environnemental, au sens de polluer, pas polluer, etc., évidemment que nous sommes le pur produit d'un ensemble de facteurs que nous ne maîtrisons pas, que nous ne choisissons pas, et même si aujourd'hui, vous êtes en train de dire « mais j'ai choisi de cliquer sur cet épisode » et que moi je suis en train de vous dire « j'ai choisi de faire une incise sur le libre arbitre », en fait, le jeu qui choisit n'est pas un jeu qui a choisi d'être le jeu qu'il est, en fait. Une manière de dire qu'on n'a pas de libre arbitre, c'est dire on ne choisit pas notre identité, même si une fois qu'on a cette identité, elle semble prendre des décisions. Oui, c'est
une sorte de non-méta libre arbitre. Voilà. Oui, puis qu'on n'a pas le choix de faire avec, de faire comme si on en avait un, parce que sinon, on resterait assis ou allongé toute la journée en attendant que... Vu qu'il n'y a pas de libre arbitre, tout va se faire sans moi, donc autant que je ne choisisse rien. Donc, Mais c'est plus fort que nous, Voilà. on prend quand même des décisions. Et c'est effectivement le grand paradoxe de ça, c'est que ça a l'air d'être une réalité scientifique. Moi, je considère vraiment que c'est une réalité scientifique que très peu de gens reconnaissent. C'est même presque, il y a un terme accusatoire, on appelle ça des free will deniers, des négationnistes du libre arbitre, quoi, attention. C'est une insulte que vous pouvez croiser sur les internets. Et oui, on est peut-être des free will deniers, mais le paradoxe, c'est que une fois que tu le sais, ça change rien en fait. Parce que s'il suffisait de prendre conscience de l'absence de libre arbitre pour tolérer tous les comportements autour de soi, parce que finalement, la personne qui fait une incivilité devant vous dans l'espace public, quelle que soit cette incivilité, vous pouvez vous dire, elle n'a pas de libre arbitre, elle n'a pas choisi de mettre ses déchets par terre, par exemple. Oui, mais moi, j'ai pas choisi d'être énervé quand même par ça, en fait. Donc le grand paradoxe, c'est qu'on n'a pas de libre arbitre. Peu de gens semblent le savoir, mais même ceux qui le savent ne peuvent rien changer à la réalité, ce qui est quand même assez fou. Donc, pour revenir à l'histoire des soucis financiers, il y a quand même une mention faite par un médecin de contact psychosexuel, ce qui laisse Joshi absolument perplexe, puisqu'il dit, vu la morale victorienne qui régnait chez les Lovecraft, il est hautement improbable qu'il y ait eu un comportement incestueux de la part de qui que ce soit, sachant que là, je mettrai une nuance parce que déjà, c'est pas parce que c'est victorien qu'il n'y a pas d'inceste. ouais, c'est ce que j'allais dire. Vraiment, en général, c'est ceux qui veulent... J'arrive pas à faire ma phrase. Tu vas faire une remarque anti-chrétienne, en fait. Vas-y. Non, mais même pas. C'est les plus anti-chrétienne. réactionnaires, les plus conservateurs qui sont les plus... C'est ceux qui veulent en voir le moins qui en font le plus. Bien cachés derrière leur porte. Bah oui, c'est sûr que quand tu peux aller aux prostituées officiellement, tu vas peut-être... Enfin, moi, je vais pas finir cette phrase, vous voyez très bien où je veux en venir. Je pense que la prostitution, personnellement, rend service à la société et qu'il faudrait arrêter de la criminaliser en France, mais je digresse complètement. Par contre, il y a une notion, alors qui n'est pas l'incestueux, c'est une notion psychanalytique par contre, donc prenez ça avec des pincettes, qui est, je me rappelle plus qui a développé ça, mais c'est ce qu'on appelle l'incestuel. Sous-entendu, il n'y a pas d'attouchement réalisé par un parent sur l'enfant, mais il y a un climat de proximité dérangeante entre un parent et son enfant, et bon, en général, c'est la mère et le fils, parce que pour des raisons, là encore, liées à des stéréotypes plus qu'à autre chose. Je connais pas les statistiques sur les parents qui abusent de leurs enfants, s'il y a plus d'hommes ou plus de femmes. J'aurais tendance à penser qu'il y a plus d'hommes, mais c'est très probablement un biais sexiste de ma part, donc je vais pas m'enfoncer là-dedans. Mais on imagine bien qu'une mère qui va pas avoir les mêmes comportements problématiques qu'un père, peut avoir, de par la tendance en fait, à couver, à surprotéger un enfant, une forme de proximité, etc. Moi, ça me paraît plausible, cette histoire d'incestuel, mais pour le coup, on a les chiffres, pour revenir au Lovecraft, qui indiquent clairement que oui, il y avait des raisons de se faire du souci. Tu voulais signaler quelque chose ? Ouais, c'est une notion introduite par Paul-Claude Racamier dans les années 80. Et oui, c'est Racamier. Un psychanalyste donc, comme je le disais. Toujours est-il qu'on sait qu'à la mort suite à la vente des biens, suite à l'héritage, quoi, qui fait lui-même suite au décès du grand-père maternel de Lovecraft, Audrey n'en peut plus. C'est mes bafouillements nombreux qui te font. Il fait chaud. Racamier, c'est le psychanalyste, c'est pas le méchant de Tintin. Je précise que nous n'avons consommé aucune boisson alcoolisée avant d'enregistrer ce podcast. Mais voilà, il fait 32 dehors, il doit faire 28 dans l'appartement, c'est beaucoup. Aucune consommation d'alcool avant ce podcast, mais il fait chaud. Pour ma part, je suis fatigué et j'ai bouclé les recherches de l'épisode très quelques minutes avant d'enregistrer. Mais je veux donner cette somme, donc je vais réussir à finir de vous donner cette histoire d'argent sur l'héritage de Lovecraft. Ouf. Donc, on sait qu'il restait... Sarah Suzanne Lovecraft et par extension du coup son fils ont obtenu $7 500, ce qui paraît dérisoire, mais attention, il faut prendre l'inflation en compte. Tu l'as calculé ? Donc j'ai été sur le Inflation Calculator officiel des États-Unis. Donc $7 500 en 1919, ça fait quand même $136 203 en 2024. Mais évidemment que oui, c'est spectaculaire, mais mettez-vous à leur place, vous avez hérité de $136 000, mais si vous ne travaillez pas, il va quand même falloir payer les innombrables impôts sur la propriété,
vos frais de fonctionnement. Voilà, vous ne pouvez pas, demain, si on vous dit voilà 130 000 $ et tu dois vivre jusqu'au restant de tes jours avec, ça ne peut clairement pas suffire, à moins que vous alliez élever des chefs dans le Larzac et encore. Donc, on peut comprendre l'angoisse de la mère et le sentiment peut-être d'avoir échoué aussi à éduquer son fils, parce que c'est peut-être un poète de haut vol, comme elle le disait, hein, a poet of the highest order, mais c'est quand même un mec qui n'était pas capable de ramener de l'argent. Donc, ça suffit largement à expliquer les causes de son internement. Eh bien, nous allons pouvoir passer à la nouvelle en elle-même. Audrey, est-ce que tu es prête à nous résumer La Verte Prairie, The Green Meadow ? Tout à fait. Le mercredi 27 août 1913, dans le Maine, une météorite est tombée. Des pêcheurs partent en mer et se retrouvent avec une masse métallique d'environ 180 kg. Après analyse, on se rend compte que dans cette météorite se trouve un petit carnet. Ce petit carnet nous raconte des aventures bien étranges. Qu'as-tu pensé de cette nouvelle ? J'hésite entre j'ai détesté et Osef sur 20. Je crois que j'aurais préféré m'en foutre totalement, Ouais. mais en fait ça m'a énervé. Ok, qu'est-ce qui t'a énervé ? J'étais là, vraiment tout ça pour ça ? Aider quelqu'un, enfin une collaboration pour ça ? Non, fallait faire un bridge en fait, fallait jouer au bridge, c'était peut-être pas la peine de mettre autant d'énergie là-dedans. Il n'y a rien qui a retenu ton attention positivement dans le texte ? Absolument pas. Très bien. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié ces 7 premiers épisodes de Lovecraft Thérapie avec Audrey, puisque c'était son dernier. Blague à part, globalement, moi je trouve que la prose est correcte. Tu vois, les tournures de phrases, alors il y a des tournures de phrases problématiques, je vais y venir. Oui, c'est ok tiers, quoi. C'est vu et sans tape, vraiment. Ok. Tu vois, c'est bien écrit, Ah, tu vois ? mais... Non, mais en fait, c'est pas que c'est mal écrit, c'est juste qu'on s'en fout de ce qui est raconté, quoi. Bah, en fait, il n'y a pas d'histoire. C'est le Oui, vrai c'est problème du truc. En fait, alors moi je trouve que l'introduction est excellente. Enfin, excellente. Je vais peut-être revenir après sur pourquoi j'aime beaucoup le début. Mais bah, maintenant que je t'ai expliqué la genèse de cette œuvre, parce que je précise pour vous, chers auditeurs, qu'en fait, c'est moi qui lis tout ce qui est biographique, etc. Audrey fait parfois des recherches sur un élément donné qui ressort de la nouvelle, mais elle découvre à chaque enregistrement la vie privée de Lovecraft, la vie privée de Winifred, de Virginia, dans le cas présent aussi. Voilà, donc toi tu savais pas que c'était tiré d'un rêve de Lovecraft et de Winifred, qui est peut-être un rêve que Winifred n'a pas fait, mais qu'elle a fait rétroactivement, etc. T'avais pas ce contexte sur la nouvelle. Non, effectivement, je l'avais pas. Tu savais juste que c'était écrit à 4 mains. Oui, puisque c'est marqué en haut de mon édition aussi. Tout à fait. H.P. Lovecraft et Elizabeth Berkley. Ok. Maintenant qu'on sait que c'est basé sur un rêve, eh ben, c'est exactement le problème de la nouvelle. Alors vous allez me dire, oui, mais c'était pas le problème de Polaris, par exemple. Il y avait une vraie histoire. Et oui, je suis d'accord. Mais en fait, je pense que là, le problème, c'est que en fait, Lovecraft a voulu respecter le narratif qui lui avait été donné, le plan, si vous voulez, qui lui a été donné par Winifred, en disant, bah, moi j'avais juste ce rêve avec un bord de mer, etc., et les arbres menaçants. Alors, elle a un bord de mer avec des arbres menaçants, et puis le sol qui se détache, et puis on entend des chants, etc. Et il y a une cascade. J'ai trouvé quelqu'un qui faisait un parallèle avec une nouvelle d'Algernon Blackwood. Ouais, donc c'est le blog Taskerland, A Journal of Horror and Role-Playing Games, et qui dit c'est complètement inspiré par donc une pièce d'Algernon Blackwood qui s'appelle The Willows. Je vous traduis au débeauté, mais il dit A lot of commentaries. Enfin, du coup, je vous traduis pas là, je vous lis là. Je suis vraiment fatigué, c'est extraordinaire. Donc, beaucoup de commentaires sur La Verte Prairie insistent sur le fait que Lovecraft, plus tard, va aussi collaborer avec Jackson, enfin, donc avec Winifred Virginia, pour produire une histoire qui est plus connue, qui est The Crawling Chaos. Mais la chose qui m'a le plus frappé au sujet de cette histoire, en fait, c'est le fait que l'imagerie est clairement dérivée de The Willows d'Algernon Blackwood. Je sais que c'était compliqué de trouver des livres
et de se tenir au courant des œuvres importantes à l'époque, au début du XXe siècle. Mais ça ne peut pas être un accident que 10 ans après la publication de The Willows, quelqu'un prétend avoir fait un rêve qui implique des arbres sinistres et des berges qui tombent dans des cordeaux. Oui, c'est peu probable. Alors, je n'ai pas lu The Willows parce que j'ai découvert cette info hier et j'avais malheureusement vraiment pas le temps de le lire. À mon avis, j'aurai le temps de le lire. Vous savez ce qu'on va faire, c'est que je vais le lire pendant que j'édite, puisque c'est moi qui fais le montage des épisodes. Donc vous aurez normalement, par là, présentement, quand je suis en train de parler, vous aurez une petite incise du Fred du futur qui vous dit « J'ai pris le temps de lire The Willows » et oui, c'est complètement pompé, en tout cas, c'est très inspiré par ça. Ou rien à voir, les gars en fumée. Ou rien à voir, effectivement, c'est quelqu'un qui a vu un pattern là où il n'y avait pas de pattern. Ici, le Frédéric du montage. J'ai pris le temps de lire The Willows depuis l'enregistrement de cet épisode. Alors, pour être exact, j'en ai écouté une version audio. J'ai trouvé un podcasteur qui lit ça d'une façon assez intéressante. Il y a un bon travail sur le sound design, même si au niveau du rythme de la lecture, je trouve que parfois il va un peu vite. Globalement, d'ailleurs, c'est un de mes griefs sur les podcasts de livres audio anglophones. Souvent, je trouve que les gens lisent trop vite. Toujours est-il que je vous mettrai la référence du podcast en question dans la description, si vous voulez aller écouter cette version audio en anglais. Donc, concernant cette mystérieuse ressemblance entre The Green Meadow et The Willows, c'est effectivement assez frappant. Alors, je vais tout de suite briser le suspense. Je rappelle que Lovecraft n'a pas lu Algernon Blackwood avant 1920, et on sait d'autant plus ça qu'en fait l'auteur lui a été conseillé par une tierce personne. On aura l'occasion d'en parler dans de futurs épisodes. Et puis surtout, Lovecraft n'a jamais caché son admiration pour Blackwood une fois qu'il l'a découvert. C'est-à-dire qu'on a une correspondance de 1929, si je ne dis pas de bêtises, dans laquelle il interagit avec je crois que c'était un journaliste amateur, mais il s'ensuit une discussion entre lui, Auguste Derleth et un ou deux autres interlocuteurs, où chacun va faire son top des meilleurs Weird Tales, et il met notamment The Willows dedans. Donc on sait qu'il a lu The Willows, mais il l'a lu après avoir écrit The Green Meadow. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas une inspiration du côté de Winifred ? Bon, pour vous expliquer la situation, sans trop vous spoiler The Willows, sans vous dire même ce que je pense de la nouvelle, etc., je vais passer par une métaphore cinématographique. Et même si vous n'avez jamais vu le film Predator, réalisé par John McTiernan, film sorti à la fin des années 80, si je ne dis pas de bêtises, film iconique de la période des années 80, justement, avec Schwarzenegger tout en muscle qui joue le protagoniste principal, vous connaissez forcément le pitch de ce film. Vous savez que c'est l'histoire d'une bande de soldats américains qui sont dans la jungle. Il me semble que c'est une jungle en Amérique latine, Amérique centrale probablement. Donc ils sont dans la jungle et ils sont poursuivis par un extraterrestre qui a une technologie qui lui permet d'être invisible. Bon, en fait, il s'avère que pour ceux qui n'auraient pas vu Predator, je ne vais pas révéler la fin, mais voilà, si je vous demandais, parce que c'est un film qui fait 1h45 je crois, Predator, si je vous demandais juste de me pitcher le film en une ou deux phrases, vous me diriez exactement ce que je viens de dire. Vous me diriez, c'est des soldats américains dans la jungle et ils sont traqués par une créature qui a une technologie pour être invisible. Point. Maintenant, imaginons que je sois étudiant en fac de cinéma et que j'ai besoin pour valider mon année de faire un petit court-métrage qui va servir de projet universitaire. Et imaginons que je réalise un film qui fait 5 minutes. Voilà. C'est un court-métrage de 5 minutes. On n'a pas beaucoup de budget, on est étudiant, voilà. Et je vous pitch mon court-métrage. Voilà, c'est un soldat français peut-être, qui est dans la jungle. Voilà, peu importe l'époque, mais il est dans la jungle. C'est peut-être la jungle asiatique du Vietnam, c'est peut-être la jungle d'Amérique latine, ça se trouve il est dans la forêt amazonienne, mais bon, c'est la jungle. Et puis il se rend compte qu'il n'est pas tout seul. Il y a une présence invisible, une présence qui n'est pas décrite plus en détail. Peut-être qu'il y aura une révélation à dans les 10 dernières secondes du court-métrage. Bon, pour être honnête avec vous, j'ai pas encore décidé si le soldat allait mourir ou survivre. J'ai peut-être même pas décidé de l'identité de la chose invisible ou des choses invisibles qui le traquent, mais ça me permet de faire un court-métrage comme ça avec une montée en tension. Voilà, donc c'est un soldat dans la jungle avec une menace invisible.
Bon, est-ce que c'est du plagiat de Predator ? Bah en fait, à 100% et à 0%. Parce que c'est trop maigre comme matière. Oui, ça ressemble. Si je rétrécis Predator pour en faire un pitch de court-métrage, ah oui, les deux pitchs, ils se ressemblent beaucoup. Le problème, c'est que Predator, c'est pas un court-métrage, c'est une histoire complètement développée. Et The Willows versus The Green Meadow, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, oui, le contexte global, si je vous pitch les deux nouvelles, il y a quand même des ressemblances assez troublantes. Voilà. Mais, en même temps, c'est impossible de comparer un truc aussi inachevé que Green Meadow avec une vraie histoire. Alors, c'est pas un roman, The Willows, c'est une nouvelle. Ça se lit... la version audio dure à peu près 2 heures, donc on est très loin d'un gros pavé de 800 pages. Mais c'est une vraie bonne nouvelle bien développée, avec une histoire complète, en 3 actes, avec des arcs narratifs, avec une montée en tension. Voilà, je rentre pas dans les détails, mais on a un récit complet. Une vraie histoire qui va de A à Z. The Green Meadow, bon, s'il y a une histoire, bah, vous avez constaté que c'est même pas tant une histoire qu'une peinture d'ambiance. Est-ce que ça ressemble ? Oui. Est-ce que Winifred a été inspiré, du coup, par The Willows ? C'est très probable. On n'en aura jamais la preuve. L'ironie, et ce qui est à mon avis la vraie situation, c'est qu'elle a été très probablement inspirée par The Willows. Encore que le motif des arbres menaçants, par exemple, c'est un truc... je pense pas que Blackwood était le premier à l'inventer. Et d'ailleurs, ma métaphore entre Predator et le court-métrage étudiant est d'autant plus intéressante que je viens d'apprendre, juste avant d'enregistrer ce petit supplément, je viens d'apprendre que Predator avait été lui-même inspiré par un film de guerre des années 40, si je dis pas de bêtises, qui décrivait des bérets verts, disons des troupes d'élite américaines dans la jungle en Birmanie. Je crois que le nom du film c'est Objective Burma ou Mission to Burma, quelque chose comme ça. Voilà, je me rappelle plus du réalisateur, mais c'est un film avec Errol Flynn. Et c'est clairement une influence revendiquée des scénaristes de Predator. Bon. C'est une manière de dire que généralement personne n'invente une idée complètement ex nihilo, et le motif des arbres menaçants, je pense que c'est quelque chose qui existait dans les superstitions et ainsi de suite. Donc, bon, Blackwood étant un auteur assez majeur de la fiction étrange, il est sans doute celui qui a mis cette chose dans l'esprit, voilà, dans le zeitgeist des amateurs de fantastique de l'époque. Et donc, ça me paraît assez plausible que Winifred ait lu tôt ou tard cette nouvelle, et qu'elle est en fait New J. Lovecraft pour faire une espèce de plagiat involontaire de The Willows. Sur ce, je vous laisse retourner à l'épisode normal. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est le problème d'être parti du rêve, et que Lovecraft n'a probablement pas voulu dévier du rêve de Winifred en se disant vu qu'elle m'a donné la suite de l'histoire, je vais respecter ce qu'elle me dit. Et du coup, c'est un peu le syndrome David Lynch. Hein, je rappelle que David Lynch, dans une célèbre interview, une célèbre conférence que vous pouvez trouver sur YouTube, il explique que s'il fait du cinéma, c'est parce que ça lui permet d'exprimer des choses que les mots ne peuvent pas exprimer, et notamment de s'exprimer par des impressions, par des sensations. Oui, très bien, merci, mais du coup, ça donne des films qui n'ont généralement pas d'histoire écrite correctement. Je fais une généralisation. Hein, je veux pas mettre tous les David Lynch dans le même bateau. Oui, s'il te plaît, oui. Mais même ceux que j'ai beaucoup aimés, comme Eraserhead, qui est très impressionnant, surtout quand on sait que c'est son film de fin d'études, quoi. Le mec qui fait une masterclass, il est même pas diplômé, quoi. Vraiment, il y a beaucoup de réals qui, sur leur premier film, mettent tout, mais c'est rarement à ce point. Tu veux dire tout ce qui va présumer de leur futur ? Ouais, c'est ça, en se disant, j'aurais peut-être pas les moyens de refaire un film. Tous les thèmes qui me tiennent à cœur et tout ce que j'ai envie de dire, je vais le dire dans celui-là. Et là, t'as Lynch qui arrive et qui dit « Hold my beer, vous n'êtes pas prêts. » Effectivement, nous n'étions pas prêts. Effectivement. Mais voilà, si vous prenez... plus on avance dans sa carrière, ça commence déjà un peu avec Blue Velvet, en vérité. Je mets de côté Eraserhead qui est cauchemardesque et qui peut être vraiment... mais où il y a des thèmes clairs qui sont identifiables, en fait. Oui. Mais... à partir de Blue Velvet, on commence à partir un peu dans ce côté onirique. Et je pense que le point de bascule, certains diraient c'est Lost Highway, d'autres diraient c'est Mulholland Drive. Mais
paroxysme, dans le mauvais sens du terme, le cataclysme paroxysmique de ça, c'est Inland Empire. Ah, c'est le seul que j'ai toujours pas vu. Ce film de l'enfer que je me suis tapé, alors qu'en plus j'avais genre de la fièvre, j'étais au ciné, j'avais de la fièvre, et je grelottais comme ça, et j'étais blotti dans mon canapé, et je me disais, ah bah au moins je suis au chaud parce que c'est l'hiver et tout, mais je me suis fait chier, c'est même pas que je me suis fait chier, c'est que ce film me sort par tous les... Bref. Parce qu'il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. C'est pas écrit avec une narration en tête. On peut faire de l'onirique narratif. Si tu regardes Twin Peaks, moi je suis en train de regarder la première saison de Twin Peaks que j'avais jamais vue jusque-là. Pour l'instant, il y a quand même une histoire. Même s'il y a des moments complètement surréalistes. Et je parle pas des scènes de rêve, etc. Je parle vraiment... C'est ça qui est fou, c'est qu'il met du surréalisme dans les scènes du quotidien. Genre le mec qui va chercher son café le matin, il y a des trucs bizarres qui sont complètement hors de ce monde. Mais du coup, ça donne, oui, des impressions, ça donne un choc. C'est très intéressant, mais il y a quand même une histoire, il y a quand même une enquête, il y a un déroulé. Est-ce qu'à la fin, il y aura encore une histoire ? Je ne suis pas sûr. Mais sur le papier, il y a un déroulé. Pareil dans Sailor et Lula. Wild at Heart, il y a une histoire un peu à la Roméo et Juliette, une histoire d'amour contrarié. C'est un peu décousu. On retrouve aussi ce côté surréaliste, fantasmé, onirique, cauchemardesque et tout, mais il y a encore un peu une histoire, quoi. Et quand on lui donne les cartes blanches, Lynch, et qu'il a plus besoin d'écrire des histoires parce que ses films ont du succès en France, voilà, c'est un peu comme Woody Allen et Cronenberg, basiquement, quoi. C'est les cinéastes que les Français adorent mais que les Américains connaissent pas. Une fois que tu lui donnes carte blanche, il fait Inland Empire, et il n'y a plus de scénario, voilà, basiquement. Et The Green Meadow, ça m'a vraiment fait penser à ça, en fait. C'est sympa. Moi, j'aime bien le contexte, le concept et l'image de la berge qui se détache, etc., qui part quelque part. Il y a des choses intéressantes, mais comme il n'y a pas d'histoire, il y a un vague retournement de situation, puisqu'à la fin, le narrateur est censé être horrifié parce qu'il comprend qu'il n'ira jamais chez lui. Enfin bon, alors, il y a un contexte, il y a une explication. Est-ce que tu connais l'explication telle qu'elle est donnée par Lovecraft ? Allons-y. Une explication à quoi ? Au fait que le narrateur pourra pas rentrer chez lui ? Ou à la berge qui se détache ? Ou au fait que le récit ne se termine pas ? Parce qu'on a juste... Bon, à partir de là, la suite du récit est illisible. Bon, super. Il n'y a pas que Quentin Dupieux qui sait pas finir ses histoires, manifestement. Dans une correspondance, Lovecraft explique qu'en fait, l'idée derrière The Green Meadow, c'était en fait le récit d'un philosophe de la Grèce antique qui s'était échappé de la Terre et qui avait atterri sur une autre planète. Sauf que, comme le fait remarquer Joshi, vous verriez la tête d'Audrey, c'est excellent. Il n'y a pas assez d'indices dans le texte pour que le lecteur puisse arriver à cette conclusion. Évidemment que non, enfin... Joshi d'ailleurs qualifie The Green Meadow d'excuse assez triste pour une histoire, son imprécision sinueuse lui enlevant toute puissance cumulative. Oui, c'est un bon résumé. En fait, moi j'ai bien aimé le début, et le problème justement c'est que le début, quand on a cette espèce d'encart de journal en fait qui te donne le contexte, qui te dit ah oui il y a une comète, on a vu un corps fulgurant dans le ciel, il y a les scientifiques du MIT qui ont été le chercher, dont ce scientifique allemand qui sera interné après, etc. Donc c'est très réaliste. En fait déjà ça contraste en soi, ce niveau de réalisme contraste avec la suite. On te dit dans la météorite il y avait un livre dont les pages tenaient, là t'es en mode ok bon ta gueule c'est magique, on est passé chez Tolkien, il y a des codex qui traversent les âges dans des météorites, c'est vraiment très chelou. Mais admettons, on sait que Lovecraft est considéré par beaucoup comme un auteur de SF. Voilà, admettons. Et on peut faire cet argument, clairement, pour certaines de ses nouvelles, même si je suis pas sûr que ça s'applique à tout ce qui est Contrée des rêves. Mais on passe de ça à ce qui est juste un rêve, en fait. Déguisé en vrai récit. Et du coup, mais comment le truc a fait pour arriver, comment il a écrit son codex, comment il nous l'a envoyé, pourquoi ça arrive d'une météorite, ça n'a ni queue ni tête. Et à part le fait que le dénouement se veut horrifique, parce que après le build-up de il y a des trucs inquiétants, il y a des formes dans le ciel, des formes au-dessus des arbres et tout, un chant dont on ne sait pas d'où il vient, donc on est censé être un peu angoissé par la présence de ce chant. Ah mon Dieu, je ne rentrerai jamais chez moi. Et, c'est pas qu'il rentrera pas chez lui, c'est qu'il mourra pas. Parce qu'en fait, il dit je sais maintenant quelle transformation j'avais subie, comme l'avaient subi certains autres êtres qui avaient été des hommes, il fut un temps.
Et j'ai connu le cycle sans fin du futur auquel un être comme moi ne peut échapper. Je vivrai à jamais, je serai conscient à jamais, bien que mon âme implore les dieux de lui accorder la mort et l'oubli. Tout est devant moi, au-delà du torrent assourdissant s'étend la terre de Stétélos, où les jeunes hommes sont infiniment vieux, la verte prairie. J'enverrai un message à travers l'abîme horrible et incommensurable. Donc il découvre un truc en fait où les gens ne meurent pas. Oui. Et c'est ça l'horreur du truc, c'est que il pensait qu'il avait passé de vie à trépas, et en fait non, il va être dans des limbes. Il est tombé dans un film de Christopher Nolan, et ça n'a pas de fin. Et en plus, il n'y a pas de toupie pour savoir si c'est un rêve ou la réalité. Et c'est d'autant plus dommage que le début de la nouvelle me fait vraiment penser au ton que Lovecraft, au style que Lovecraft va déployer, ce fameux souci du détail scientifique qu'évoquait Joshi, notamment au sujet de Dagon. J'avais fait une remarque là-dessus dans l'épisode, je vous renvoie à l'épisode justement. Ça préfigure des romans comme celui qui chuchotait dans les ténèbres, par exemple, ou même comme Les Montagnes Hallucinées, alors, beaucoup plus modestement. Mais on a ce truc où c'est un encart de journal qui raconte l'arrivée d'un météorite, dédicace à la couleur tombée du ciel, avec des scientifiques qui essaient de comprendre, qui analysent les matières. Ce côté très rigoureux, très bibliothécaire, scientifique, universitaire et réaliste, bah moi j'aime bien en fait. Oui. J'adore l'intro en fait. L'intro elle est vachement bien, je trouve. Ah, mais c'est 15 lignes. Oui. Et surtout, c'est peut-être là le comble pour un truc qui a été écrit à quatre mains, mais en fait non, parce que tout a été écrit par Lovecraft et que Winifred a juste donné un pitch, bah t'as quand même l'impression que c'est écrit à quatre mains. Oui, oui. Parce que clairement, l'introduction qui vient d'ailleurs qu'il a fait lui-même suite à son propre rêve, puisque c'est clairement explicité, quand il dit que du coup, suite au récit que lui a fait Winifred, il a trouvé que son premier jet d'histoire était obsolète, il a réintégré ce premier jet d'histoire. Donc l'introduction que je trouve correcte, et même prometteuse, elle vient de ce que Lovecraft a fait en solo pour lui, avant de dire ok, je vais le plug de force dans le récit du rêve que m'a fait Winifred et que je vais rédiger. Donc t'as l'impression que ça a été écrit par deux personnes, alors pas écrit au niveau du style parce que on retrouve les adjectifs un peu pompeux, enfin, l'écriture à Lovecraft et puis le goût du flou aussi, dont il est l'éternel spécialiste, comme It was a strange book. Oui, j'avais lu des textes égyptiens que je trouvais dans des livres étranges que j'ai trouvés dans les papyrus. It was a strange book. Là, effectivement, ça manque un peu d'aspiration. On retrouve aussi les mauvais tics de Lovecraft. Mais en gros, au niveau du style, on le retrouve. Par contre, cette deuxième partie ne porte pas la marque de la structuration d'une histoire comme Lovecraft sait pourtant déjà le faire à l'époque, puisqu'il nous a offert Polaris, Dagon et The Tomb. Oui, en fait, là, on a presque l'impression que c'est un brouillon, limite, de Polaris. Ah. Et tu vois, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a références au rêve. il y a des références au rêve. Là, c'est tout vert, alors que dans Polaris, c'était très rouge. Tu vois, même sur l'environnement et tout, ça m'a un peu fait penser à Polaris, mais je me suis dit, ouais, mais c'est un brouillon. Et vraiment, être deux pour écrire ça... Bon, bah, au final, non, parce qu'il était tout seul. Ouais. Mais c'est presque encore pire, du coup, je sais pas. Mais c'est intéressant que tu fasses le parallèle avec Polaris, parce que j'avais pas pensé aux couleurs, mais même au contexte, en fait. Puisque Polaris commence dans un marécage, dans un contexte ultra gothique, et détourne ce truc gothique, alors que là, il y a l'idée qu'on va être dans un truc idyllique, il y a une jolie verte prairie, le ciel est bleu, il y a de l'eau qui coule, donc en fait c'est un paysage complètement idyllique qui va se révéler horrifique, et c'est peut-être ça le problème aussi, c'est que c'est une bonne idée, mais c'est plus dur à exécuter, parce que du coup, bah ok, il y a des trucs bizarres dans les arbres, enfin moi quand j'ai la nouvelle, j'ai pas peur en fait. Non. Pas du tout. Alors que ça peut être une approche très intéressante de prendre justement quelque chose qui se veut féerique et de le détourner et de le faire basculer dans le cauchemar. Mais là, il n'y arrive pas. En fait, pour que ce soit horrifique, il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de choses. Peut-être un petit peu plus de texte ou plus de contexte. C'est comme un film d'horreur où on va juste mettre de la musique angoissante. Et là, tu dis oui, bon, ok, j'ai compris qu'il fallait que j'ai peur. Mais si t'as rien dans la narration ou à l'image qui te fait avoir peur autre que la musique, bah ça fonctionne pas. Alors que là, tu vois, il nous écrit pendant X lignes que « Oulala, c'était terrifiant !»« Oulala, ça faisait très peur, je n'étais pas bien. » Ouais, Oui, mais dis-nous pourquoi, en fait. Explique-nous. Ouais. Voilà, explique-nous pourquoi t'as peur, qu'est-ce qui provoque ça comme sentiment chez toi, plutôt que de nous dire que t'as peur, tu vois. Enfin, il manque du contexte. Bah, je pense que... Alors après, c'est la première fois qu'il écrivait comme ça à quatre mains. Il va en faire d'autres. Pas que avec Winifred, je précise. On a hâte. Ah bah, franchement, il y a des purges. Quand on fera The Mound,
traduit en français sous le titre Le Tertre. Moi, je déteste cette nouvelle, je l'avais détestée quand je l'ai lu adolescent. Par contre, il y a des trucs qui sont excellents, hein. L'horreur dans le musée, c'est une très bonne nouvelle. Après, on peut ne pas aimer, mais certaines de ces collaborations sont reconnues comme étant des bonnes nouvelles. Et juste pour finir sur cet aspect de collaboration, un truc que je trouve assez remarquable dans la nouvelle, c'est que, à part le fait que le protagoniste lit des livres étranges et traduit des papyrus, donc on retrouve le côté Lovecraft fait de l'autofiction, en fait, le narrateur est complètement indéterminé. Et je pense que c'est notamment parce qu'il a essayé de faire de la place à la personne de Winifred. Ça pourrait très bien être une femme, le narrateur, ou surtout, indépendamment des questions de sexe et de genre, c'est juste qu'il n'y a pas tous les tropes de « Ah, je suis une personne asociale, je sors peu de chez moi, je vis en ermite ». En fait, le narrateur est tellement peu caractérisé qu'on trouve pas ce côté autofiction, à part sur oui, je traduisais des papyrus et des livres étranges, it was a strange book. Mais en fait, c'est comme s'il s'était effacé, alors que d'habitude, il met beaucoup de lui dans les narrateurs. Et voilà, là encore, il a voulu être gentleman. Ouais. Et ça n'a pas forcément porté ses fruits. Allez, une brève mention avant de conclure. Stephelos, c'est un nom qu'on va retrouver dans une autre nouvelle qui s'appelle The Quest for ou of Iranon, en tout cas la quête d'Iranon, qui est considérée comme faisant partie des contrées du rêve, même s'il y a débat, on y reviendra le moment venu. Il y a toujours débat sur les contrées du rêve, c'est incroyable. Là, ça dépend si Leonardo DiCaprio est là ou pas. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu malgré le côté extraordinairement décousu et malgré mes affabulations et mes problèmes de prononciation. Voilà, je le répète, c'est un épisode bonus, à la base je ne pensais pas traiter de la Verte Prairie dans le corpus principal de Lovecraft Therapy. Donc là encore, vos retours sont les bienvenus, en commentaire sur les réseaux sociaux, en commentaire sur Apple Podcast, ou en commentaire quand la version YouTube de ce podcast sortira, une version non filmée, je le rappelle. Et bien sûr, vous pouvez nous envoyer un mail à lovecrafttherapypodcast@gmail.com. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent régulièrement d'ailleurs sur Instagram. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les DM, mais de temps en temps, j'ai un message ou un like sur une publication et ça fait toujours plaisir. Voilà, je disais qu'on avait passé les 1000 téléchargements entre le montage de Polaris et l'enregistrement aujourd'hui, mais pour être plus précis, on est à plus de 1300 téléchargements, donc voilà, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui tombent sur le podcast par quelques biais que ce soit, et qui se disent « je vais reprendre au début, je vais écouter l'épisode 0, l'épisode 1, etc. » Et donc j'en suis ravi, et je le répète, tous les retours sont les bienvenus, y compris les retours qui sont en désaccord avec nos positions, ou qui proposent des axes d'amélioration. Je le répète, je suis très fatigué à l'heure où on enregistre, donc navré d'avoir bafouillé régulièrement. Mais évidemment, on ne s'autorise qu'une seule prise pour le podcast. Je ne peux pas dire on le refait la semaine prochaine, puisque sinon il n'y a plus l'effet de surprise pour Audrey au niveau de la biographie. Ouais, et puis du coup, d'une semaine à l'autre, j'ai le temps de préparer des blagues et tout, et on s'en sortira pas. Lovecraft Therapy est disponible sur toutes les plateformes de podcast, en tout cas sur les meilleures, et si vous nous écoutez sur Google Podcast qui a fermé ses portes, et tant pis pour vous, je ne sais pas comment vous faites pour entendre ces paroles. Il y a sans doute eu un glissement de temps quelque part chez vous, vous êtes peut-être voyageur à bord d'une météorite ou d'un aérolite qui va changer de planète. Vous êtes peut-être en approche pour Stephelos.